L'éco-emballage, en fait, c'est l'éco-organisme qui est en charge de la vie des emballages qui sont dits ménagers, c'est-à-dire ceux qui emballent les produits de consommation de tous les jours. Donc en fait, l'éco-emballage, c'est un éco-organisme, c'est une société privée qui perçoit les contributions des entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés à la consommation, des produits emballés destinés à la consommation, et qui, à ce titre, pour répondre à leur responsabilité, qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, doivent verser une contribution par emballage, une contribution par emballage à éco-emballage, et que fait éco-emballage, transfère les fonds recueillis des entreprises aux collectivités locales pour qu'elles mettent en place ce que vous connaissez tous normalement, la collecte sélective, c'est-à-dire le tri qu'on fait normalement chacun chez nous pour obtenir au final un taux de recyclage des emballages ménagers qui s'approche de 63% en 2020. Alors, pourquoi plus on a d'emballage et pour gagner de l'argent? Non, parce qu'en fait, l'éco-emballage est sans but lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à faire le moindre bénéfice. On a vocation à reverser l'ensemble des contributions perçues aux collectivités pour qu'elles mettent en place la collecte sélective. Alors c'est plus en aval que ça se passe, parce que c'est le tri et le recyclage, on se dit que c'est plus la suite de l'éco-conception, mais en fait, pour avoir une performance qui soit la meilleure possible sur les taux de recyclage et donc sur la protection de l'environnement, parce que plus on recycle, moins on émet de CO2, moins on utilise d'énergie, plus on protège les matières premières et les ressources naturelles. On travaille avec les entreprises aussi sur la manière dont elles conçoivent leurs emballages. C'est-à-dire qu'avant de mettre un produit sur le marché, on leur demande, et on travaille avec elles si besoin, de réfléchir à la fin de vie de cet emballage. C'est ce que tu fais en Catherine, c'est la formule de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on fait attention quand on produit quelque chose à ce qu'à la fin, il est la plus belle mort possible, c'est-à-dire une nouvelle vie. L'éco-conception, c'est réduire l'impact environnemental d'un produit, d'un emballage. Comment on fait? La première chose à se dire, c'est qu'on ne peut pas traiter un emballage en dehors du produit. Il faut traiter le couple produit-emballage, parce que pour intervenir sur l'emballage, parfois, il faut revoir la formule d'un produit. C'est le cas, je pense, à toutes les lessives condensées du type Skip, Unilever, avec lesquels on a beaucoup travaillé, justement pour retravailler la formule d'un produit qui puisse entrer dans un emballage plus petit et donc économiser de la matière pour cet emballage, du transport aussi, parce que ça compte aussi, plus les emballages sont petits, moins on a de camions à faire passer pour les transporter. Donc travailler sur le couple produit-emballage. Et en fait, l'éco-conception, ça se joue en deux temps. Il y a deux aspects majeurs pour les emballages lourds. D'une part, la diminution, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer le plus possible la part première utilisée pour fabriquer l'emballage. Il y a trois fonctions majeures. La première, c'est protéger le produit. C'est une nécessité, on le sait tous, en plus c'est hygiénique. On s'aperçoit que dans les pays en voie de développement où il y a très peu d'emballages utilisés pour des questions de coût notamment, il y a près de 50% des produits alimentaires notamment qui se perdent. Donc il y a cet aspect-là, il y a le transport, l'emballage sert au transport, donc il faut que quand on éco-conçoit un emballage, pour autant, je pense à des packs de lait ou des packs d'eau, si jamais la matière est trop fine, quand on va mettre les packs les uns sur les autres et les monter dans les palettes, si tout s'écrase, ça ne marche pas non plus parce qu'on perd aussi la ressource. Donc il y a cet équilibre-là à gérer. Et la troisième fonction, c'est évidemment l'information, puisqu'il y a un certain nombre d'informations réglementaires et destinées aux consommateurs qui sont sur ces emballages. Donc à partir de là, on se dit deux choses. Donc on réduit la matière le plus possible en fonction de ces contraintes-là et des contraintes de production et de process, et puis aussi réfléchit à la recyclabilité. Par exemple, dans le recyclage, il y a des emballages qui sont des perturbateurs et qui nuisent en fait à la qualité des matières premières qui seront réutilisées pour fabriquer de nouveaux emballages. Je pense à tout ce qui est boîte en carton avec des fenêtres en plastique. Je pense à tout ce qui est plastique
pack. Parce que ça, en fait, comme c'est pas encore différencié, quand vous triez, vous mettez tous les plastiques en même temps. Vous mettez les bouteilles d'eau et puis vous mettez aussi les flacons de shampoing, les bouteilles d'huile, etc. Si on se retrouve avec trop de couleurs dans les plastiques, en centre de tri, ils ne vont pas être encore séparés par type de couleur. Ce qui fait qu'en fait, les paillettes qu'on va obtenir pour refaire des emballages vont être colorées. Et donc les industriels n'en veulent pas, parce que quand on a une bouteille d'Evian qui est transparente, si elle devient rose, évidemment ça fait un peu changer la nature du côté de la communication.